This is the way. This is the way. This is the way. Born to be wild. Allez, vas-y, balance! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle review consacrée à, oui, tu as déjà vu un analyste cinéma et série commencer par la scène post-générique. Aujourd'hui, oui, le livre de Boba Fett, oh, j'en peux plus. Le combo Mark Hamill, Luke Skywalker, pour terminer sur un passage qui m'a vraiment foutu pour le coup les larmes aux yeux, la séparation entre Grogu et Mando, pour terminer sur une scène post-générique que tu sens venir. On n'a pas tous les graphismes qui entourent le générique habituel, et puis il restait 7 minutes évidemment, donc on se doutait qu'il y aurait la fin. Mais revenir sur Tatooine pour voir Boba Fett prendre le pouvoir des chasseurs de primes et annoncer The Book of Boba Fett pour décembre 2021, il s'était bien caché de nous le dire pendant les annonces, et à mon avis il savait que c'était peut-être la grosse annonce qu'il fallait absolument laisser sous silence pour la surprise. Et c'est tellement mérité pour le personnage. Alors malheureusement, et repose en paix évidemment, hein, mais l'acteur jouant Boba Fett dans les épisodes 5 et 6, l'acteur qui était sous l'armure, est malheureusement décédé cette semaine, donc finalement le côté nostalgique et émouvant, l'émotion qui émane en est d'autant plus intéressante et d'autant plus forte, même si évidemment on aurait tous préféré que l'acteur puisse le voir pour se dire Boba Fett est enfin mis sur un piédestal. Et c'est quelque chose qui va amener encore une fois énormément de théories, énormément d'intuitions possibles. Sera-t-on sur une série télévisée? Est-ce qu'on va peut-être plutôt partir sur un film qui sera un exclusif Disney+, parce que ça sort en décembre 2021, ce qui veut dire que l'an prochain, bah je suis mal, hein, parce que là je me dis mais en fait toute l'année va ne servir à rien, mais emmenez-moi directement en décembre 2021. On aura non seulement le livre de Boba Fett, mais aussi Mandalorian saison 3. Alors est-ce qu'il va y avoir deux séries, au risque peut-être que l'une marche un petit peu sur l'autre, admettons un mardi et un vendredi, ou est-ce qu'on aura l'ensemble de Mandalorian et d'un autre côté le livre de Boba Fett qui serait plutôt de l'ordre du film direct sur Disney+. Certains pensent même que ce serait carrément toute la saison 3 qui serait centrée sur Boba Fett dans une sorte de volume à part entière et qu'on reverrait Mando du coup uniquement en saison 4. Il y a énormément de questions qu'on peut se poser, mais ces easter eggs à revenir directement sur Tatooine, dans le palais de Jabba, avec son second qui, on le suppose, est devenu leader du cartel, avec les gardes gamoréens, toujours l'esclavagisme Twi'lek, hein, ça n'a pas changé, visiblement c'est quand même pas extraordinaire, et Boba qui va s'asseoir sur le trône sans un mot avec Ming-Na Wen qui est juste à côté, Fennec, je trouve que c'est génial. Dans un monde où on sait tout par rapport aux trailers, aux bandes annonces, où tout est annoncé en avance, là au moins on a eu la surprise, je n'en savais rien, j'avais coupé mon téléphone, que la surprise est belle. Et en termes de surprise, on doit forcément aussi, même si ça on pouvait s'y attendre, parler du retour de Luke Skywalker. Vous le savez, j'étais pas particulièrement pour le retour de Luke Skywalker, parce qu'on avait peut-être l'initiative d'amener un nouvel acteur qui aurait pu jouer le rôle de Mark Hamill. Mais alors là, entre R2-D2, la musicalité ambiante, l'émotion et Luke himself, même si je pourrais comprendre que certains sont encore hermétiques au CG, les frissons, bordel de merde, mais c'est absolument fantastique ce qu'on a vu. Et si on peut penser évidemment au film de Gareth Edwards, Rogue One, avec le retour de Moff Tarkin ou le retour de Leia jeune, où on se disait qu'il y avait peut-être encore quelque chose à aller chercher et les faire revenir dans le prisme des personnages qu'ils avaient à cette époque-là. C'est toujours le cas dans Mandalorian, tu sens de temps en temps que visuellement sur le visage de Mark Hamill, c'est encore assez hésitant sur la technique, mais alors pour le coup ça reste très bien fait. C'est totalement crédible et réaliste dans la mesure où Luke Skywalker était le Jedi qui techniquement était censé venir chercher Grogu, puisque c'est lui qui à cette époque-là veut reconstituer l'ordre Jedi, veut récupérer le plus de gens possible dotés de la force pour reformer cet arc Jedi, donc c'est tout à fait normal, c'est beaucoup plus crédible que si un Cal Kestis était arrivé par exemple, même si c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé voir cette jonction entre jeux vidéo, Star Wars Jedi Fallen Order et directement live action. Ils ont quand même, l'épisode est réalisé par Peyton Reed, et je tiens à le souligner quand même, Peyton Reed s'en est pris plein la gueule il y a quelques jours quand Pedro Pascal a annoncé que c'était lui qui allait réaliser l'épisode, parce que les gens ont le souvenir de l'épisode 2 de la saison 2, et là attention, grosse distinction, il faut pas confondre scénario
et réalisation. Je veux bien que l'épisode 2 n'ait pas plu à beaucoup de monde parce que c'était du filaire pur avec une aventure finalement dans la glace qui ne faisait pas avancer le scénario ni le récit, mais la réalisation, dans son prisme horrifique et dans ce que ça voulait interpréter dans la poésie qui émanait de Mandalorian et Grogu, était vraiment pertinente, et on le voit avec cet épisode-là. Je n'ai absolument rien à dire sur la réalisation qui est encore une fois au cordeau, et c'est l'une des choses qu'ils savent faire dans Mandalorian. On l'a vu avec Boba Fett, on l'a vu avec Bo-Katan et beaucoup de personnages qui sont venus alimenter ce lore de la série Mandalorian. Ils savent soigner leurs entrées. Même si c'est assez long et que tu peux imaginer que les Dark Troopers n'arriveront jamais dans la pièce puisque la mise en scène est tellement poussive qu'on se doute bien qu'à un moment donné il va y avoir le dernier Samaritain qui va venir les sauver. Moi je pensais peut-être que Boba Fett allait revenir. À partir du moment où tu vois le X-Wing, tu le sais. Et toute la mise en scène extrêmement longue, sans voir le visage, simplement avec le prisme d'un sabre laser, le gant noir de Luke Skywalker qu'on va distinguer avant son visage, mêlé à la musicalité ambiante et au regard des personnages qui ne savent pas s'ils doivent avoir peur du Jedi ou s'ils doivent l'attendre un petit peu comme le Messie puisque Grogu a senti la force. Je trouve que d'un point de vue de mise en scène, c'est fantastique. Toute la partie autour des Dark Troopers, je vais y revenir juste après, est pour moi pas très intéressante, mais pour amener à une situation comme ça et une scène d'adieu qui m'a vraiment foutu les larmes aux yeux, j'ai hâte d'arriver à la saison 3 parce que Mandalorian le dit, on se reverra Grogu, et j'ai aucune idée d'où va pouvoir aller la saison 3. C'est ça qui est très intéressant avec cet épisode, c'est que ça nous laisse sur énormément de possibilités différentes. Bo-Katan, qui va devoir, et ça j'ai trouvé ça excellent par rapport à son credo et par rapport à sa foi, possiblement se battre ou amener à une rivalité contre Mando, puisque c'est lui qui est maintenant le digne propriétaire du sabre noir. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé génial par rapport au regard de Katee Sackhoff. Mando qui est d'une gentillesse absolue, qui n'a pas envie de ce pouvoir, qui est prêt à le donner, mais malheureusement le credo fait que, en tant que pur Mandalorien, on ne peut pas le faire. Et cette scène est particulièrement puissante puisqu'elle propose une réelle mise en avant sur ce que peut être la saison 3, peut-être un retour à Mandalore, mais d'un autre côté, on va Luke Skywalker et Grogu, et on va se demander, nous qui connaissons l'histoire de la postlogie avec ses ruines de temple Jedi et avec l'exil de Luke Skywalker, que va-t-il bien arriver à Grogu par la suite? Puisque Moff Gideon le dit, il a récupéré toutes les données sanguines qui sont importantes pour Grogu, il a récupéré tout ce qu'il avait à faire. Maintenant, il est capable, avec le sang de Grogu et en récupérant ses capacités, de ramener l'ordre. Ordre, premier ordre, on est peut-être encore une fois sur les prémices du clonage pour Snoke, voire peut-être même pour revigorer l'empereur Palpatine, comme si Gideon était déjà conscient de tout ce qu'allait pouvoir peut-être potentiellement devenir l'Empire ensuite, et d'ailleurs, il survit, preuve que, à mon avis, on va continuer à le développer par la suite, ce qui est intéressant parce que si Moff Gideon, qui je trouve a été battu assez rapidement par Mando, on peut pas dire qu'on ait eu le duel aussi impressionnant qu'on aurait pu l'imaginer, en était venu à mourir lors de cet épisode, j'aurais peut-être poussé un petit coup de gueule sur le développement du personnage qui a été passé sous silence, voire même carrément nul pendant l'intégralité des 2 saisons. Jusque maintenant, il n'était qu'une façade des vestiges de l'Empire, mais peut-être qu'il sera amené à être beaucoup plus. On a donc 2 arcs qui, à mon avis, vont s'opposer dans la saison 3 de Mandalorian, potentiellement le retour à Mandalore avec cette question autour du sabre noir, et Luke Skywalker et Grogu qui partent de leur côté dans une scène où, je le cache pas, j'ai fondu en larmes au 2e visionnage devant cette poésie. Pedro Pascal est ultra émouvant et j'ai comme l'impression que c'est l'âme de la série qui part avec nous tellement on s'est attaché à Grogu. Comme une fin de cycle, alors même si on le reverra peut-être, hein, mais c'était vraiment très beau et en même temps très dur à regarder. Continuerons-nous cette thématique? Aurons-nous de nouvelles idéologies là-dessus? Mais c'est vrai que par rapport au message du final avec le casque qui s'enlève, Pedro Pascal qui a les larmes aux yeux et toute cette situation qui est particulièrement émouvante avec le thème principal de Star Wars qui revient, le thème de Luke Skywalker, c'était extrêmement émouvant. Moi ça m'a foutu les larmes aux yeux. Heureusement que Boba Fett est revenu après, parce que sinon j'aurais eu un sentiment particulièrement triste sur ce final. Comme je l'ai dit, pour moi la partie négative de l'épisode concerne les Dark Troopers. Je trouve que finalement ils n'ont été qu'un leurre pour le spectateur, ils n'ont été qu'une vitrine servant à amener le retour grandiloquent de Luke, mais à aucun moment ils ne représentent une menace réelle. J'ai même trouvé qu'en termes de visuel, cet épisode-là, du même titre que celui de Robert Rodriguez, et attention, c'est pas la faute du réal si les effets visuels sont moins bons, j'ai trouvé que certains effets visuels des Dark Troopers et certains effets visuels notamment des vaisseaux quand le vaisseau va rentrer dans le croiseur de Moff Gideon n'étaient pas forcément les plus réussis et les plus impressionnants que nous aura donné la série, me faisant parfois un petit peu sortir de l'action. Et puis ça donne son lot de scènes un petit peu gag, je veux dire la présence des Dark Troopers qui vont taper contre les murs, j'ai pas trouvé ça forcément extraordinaire, de la même manière que le Dark Trooper va constamment taper contre le casque de Mando, alors que vu
vu la force qu'il a, il pourrait littéralement le couper en deux, hein, ça irait beaucoup plus vite. Je sais que c'est des droïdes et qu'on a toujours mis un point d'honneur depuis la prélogie à rendre les droïdes un petit peu idiots, mais là dans le sens où les Dark Troopers sont censés quand même être une menace absolue, qu'on nous a teasé et teasé pendant de nombreux épisodes, j'ai un peu eu l'impression de voir un sketch. J'attendais beaucoup plus de ça, et finalement est-ce qu'on pouvait attendre plus, pour la simple et bonne raison que ce ne sont finalement que des droïdes de combat qui ne pouvaient pas amener autre chose finalement que cette résolution précise. Ça reste une petite déception visuelle et technique à mes yeux, mais qui n'entache pas du tout, qu'on soit d'accord, la qualité de l'épisode. Avant de conclure, j'insisterai sur la bande originale. Toute cette émotion va aussi émaner de la musique de Ludwig Göransson, qui alors là s'autorise tout et n'importe quoi. On va arriver au début sur une scène avec l'arrivée du Slave One, qui va se mêler au gigantisme. D'ailleurs, il y a un plan où le Slave One va arriver par rapport au cockpit de l'autre vaisseau de la navette de l'Empire et on le voit littéralement envahir le cadre. J'ai beaucoup aimé ce côté gigantesque qui sert au personnage de Boba Fett et qui va servir justement à la grandiloquence du vaisseau du Slave One. Mais lors de cette scène, on va reprendre la musicalité de Mandalorian avec des thèmes qui sonnent vraiment comme ceux de l'Empire contre-attaque et avec des sonorités qui vont se juxtaposer par rapport au thème initial de Boba Fett. J'ai trouvé ça très intéressant. On va carrément avoir une bande son extrêmement électro avec l'arrivée des Dark Troopers, droïdes de combat oblige, et on va même retrouver, et j'ai pensé ça très intéressant, l'un des thèmes qui était présent dans l'épisode 2, un thème extrêmement poétique, un thème extrêmement subtil que j'ai beaucoup aimé, que je vais vous mettre maintenant. Qui était déjà présent dans l'épisode 2, réalisé par Peyton Reed. Et là, je me suis posé une question, est-ce que Ludwig Göransson, non seulement, au-delà de sa maestria musicale, propose certaines thématiques musicales par rapport au réalisateur en question, et prouve qu'en offrant ça ici à Peyton Reed, il démontre que le réalisateur est, quoi qu'on en dise, excellent dans l'art de dévoiler la tendresse et la poésie, car c'est exactement ça que je pense on lui a demandé dans ces deux épisodes. Et alors, je le redis, hein, mais Pedro Pascal en larmes avec Grogu qui s'en va, c'est très dur à regarder. Quel pied quand même cette saison, quel pied ça a été. Si c'est le cas, c'est un easter egg que je trouve excellent, c'est un coup de poing en plus dans la tronche du spectateur, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est du fanservice. Pour moi, tout est utile parce que tout a un sens. Mandalorian, pour conclure sur cet épisode, nous a montré avec toute la saison 2 qu'il y avait une différence entre fanservice inutile et fanservice que l'on pourrait cataloguer comme utile au scénario. Ce qui en fait du coup pour moi quelque chose qui n'est pas de l'ordre du fanservice, mais d'un besoin scénaristique, d'un aval scénaristique qui enrichit l'univers, qui grandit toutes ces thématiques autour d'un monde où l'on sait que tout va finir par se connecter, et tout ça de main de maître en étant également capable de satisfaire le spectateur. Et c'est totalement différent qu'un fanservice un petit peu abscon où on va te balancer certaines informations ou certains easter eggs sans pour autant que ce soit utile ou pertinent au scénario, ou que ce soit qu'un caméo mal placé. Et en termes de références et de clins d'œil, on en aura quelques-uns qui m'ont beaucoup plu. Bo-Katan, qui ne connaît pas Boba Fett, qui dit qu'il est indigne de porter l'armure d'un Mandalorien parce qu'elle reconnaît sa voix de clone sans savoir que c'est Boba Fett. D'un côté, je me dis, par rapport à la voix et au fait qu'on se rapproche de Clone Wars, c'est cool, mais bordel, qui connaît Boba Fett à part dans le temple de Jabba finalement? On peut se poser la question. Sacha Banks qui revient. Bon, effectivement, dès qu'elle a du dialogue, c'est beaucoup moins intéressant au niveau de son acting. Mais Sacha Banks revient alors qu'elle nous avait promis qu'elle ne reviendrait pas. J'ai trouvé le petit clin d'œil assez intéressant par rapport à toutes les interviews. On lui a dit reviendrez-vous, reviendrez-vous, reviendrez-vous. Elle a placé un joli pied de nez au public en disant non, je ne reviendrai pas, pour revenir finalement lors du final. J'ai trouvé ça assez drôle. Et puis on continue dans la même thématique que l'épisode précédent, cette sensation, si vous voulez, que l'Empire n'est peut-être pas le mal incarné par rapport à certaines discussions qu'on va avoir entre personnages, où justement l'un des membres de l'Empire va rappeler qu'il y a eu des millions de morts dans les étoiles noires et dans les étoiles de la mort, ce dont on ne parle jamais puisque c'est le côté négatif de la chose. On veut ramener l'ordre et on rappelle quand même que détruire la planète d'Alderaan était utile pour enrayer dans la galaxie tout le terrorisme contre lequel l'étoile noire et l'Empire commençaient à combattre. Et je trouve que c'est une phrase très forte dans l'univers Star Wars, parce que terrorisme, on l'a rarement entendu. Jusque maintenant, il est vrai que les actes de la rébellion, par exemple, auraient pu, dans Rogue One, dans Star Wars 4, dans Star Wars 6, être une forme de terrorisme, puisqu'effectivement, il y a des millions de morts, mais jusqu'où on est capable d'aller pour lutter contre ce terrorisme, c'est tuer beaucoup plus de gens et c'est faire des sacrifices. Alors évidemment, nous sommes tous du côté de la rébellion, mais je trouve que voir les choses par le prisme de l'Empire, et surtout par des phrases aussi fortes, c'était plus ou moins intéressant et c'est largement à souligner. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Merci Dave Filoni, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Robert Rodriguez, Peyton Reed et tous ceux évidemment que je vais oublier, Pedro Pascal, Temuera Morrison, pour nous avoir offert une saison 2 extraordinaire. Elle a littéralement obscurci la première saison qui était pour moi déjà un régal. Elle est à mettre dans le principe des choses que l'on aura vécues et où on pourra se dire à un moment donné,
j'y étais. Et je suis fier d'avoir fait partie de cette aventure, j'ai hâte d'arriver à la saison 3, je vous rappelle hein, le livre de Boba Fett au cas où j'en ai pas encore assez parlé jusque maintenant. Et je vous rappelle aussi que dimanche qui arrive, on fera la grande review de la saison 2 avec Absolute à 20h30 sur YouTube. Ce sera sur ma chaîne secondaire et à mon avis ça va valoir son pesant de cacahuètes. En tout cas merci et bravo pour une très grande saison 2 qui m'aura ému, qui m'aura touché, qui m'aura fait vibrer et qui m'aura fait frissonner par un tas de retours où c'est quasiment un sans faute. C'est rare une série sans faute, ah ça va me manquer bordel. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.